Monsieur Roland-Mège, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avant qu'on parle de votre reportage, est-ce qu'on peut vous poser la question, qui est Roland-Mège? Alors, la réponse va être un peu compliquée parce que j'ai un certain âge et j'ai eu plusieurs vies. Actuellement, je me donne l'étiquette de voyageur photographe. J'ai toujours voyagé depuis mon adolescence pour découvrir les pays. Vous savez, quand on est suisse, nous vivons dans un joli jardin, derrière ces montagnes. Mais normalement, ça doit être un peu curieux, on a besoin d'aller voir ce qui se passe derrière les montagnes. Donc il y a beaucoup de Suisses voyageurs et je fais partie, avec fierté, je me déclare être un Suisse voyageur. Et le documentaire, le boulanger et le pêcheur? Alors l'idée de ce documentaire, il est parti parce que j'ai découvert les Balkans la toute première fois en 1963. La très grande majorité de vos auditeurs et téléspectateurs n'étaient pas nés certainement à cette époque. J'étais en voyage de noces et nous sommes partis avec une 2 chevaux Citroën et ma jeune épouse. Nous avons traversé l'ex-Yougoslavie pour aller vivre une année dans le vrai sud des Balkans en Grèce. Et traversant la Yougoslavie, nous sommes passés par le Kosovo, qui était encore une province de la Yougoslavie du maréchal Tito. Et nous étions quelques jours plus tard à Skopje, une semaine après le terrible tremblement de terre. C'était le premier contact avec les Balkans. Et ensuite, beaucoup plus tard, en 2004, l'une de mes filles, puisque je suis père et même 5 fois grand-père, l'une de mes filles était chef de mission du CICR, la Croix-Rouge internationale, à Pristina. Et nous sommes allés, ma femme et moi, évidemment, les visiter. Curieux comme toujours, nous avons profité pour visiter le Kosovo, l'Albanie et la Macédoine, toutes ces terres albanophones. Donc c'est de là que vient un peu l'idée de réaliser ce documentaire? Alors pas tout de suite. Là, c'était un premier contact avec le Kosovo post-guerre, le Kosovo indépendant. Et quelque temps après, dans mon village, un modeste village de la côte du canton de Vaud, sur les bords du lac Léman, un boulanger est venu s'installer. Il y avait un magasin qui était vide. Et la commune cherchait quelqu'un pour reprendre ce magasin, et nous avons trouvé un boulanger. Ce boulanger était kosovar. Et dès que j'ai repéré son nom et son accent, je lui ai dit Mirdita. Il était complètement stupéfait de voir qu'un Suisse parlait au moins un mot d'albanais. Et j'ai un petit peu donné mon point de vue pour que l'on donne cette chance à ce boulanger et son épouse, qui fait de l'excellent pain. Ce magasin est un très grand succès, et nous sommes un petit peu liés de connaissances, j'ai noué des contacts. Et je lui ai proposé de faire un reportage sur son parcours de vie, puisqu'il est représentant de cette communauté de Kosovars en Suisse, qui est très importante, dont la très grande majorité sont parfaitement intégrés économiquement, qui est le premier stade de l'intégration, c'est l'intégration économique. Aussi bien, j'ai démarré ce reportage d'une manière, comme souvent les reportages, on n'a pas un script, on n'a pas un scénario bien défini, on y va un petit peu, comme on dit, à l'avancement. Et de fil en aiguille, il m'a fait connaître un de ses beaux-frères, parce que c'est une grande famille, comme toutes les familles d'albanophones. Il m'a fait découvrir un de ses beaux-frères qui est pêcheur sur le lac Léman. Alors ça fait tilt, parce que le boulanger et le pêcheur, c'est une parabole. Vous savez que dans le monde chrétien, le boulanger et le pêcheur sont 2 professions symboliques. Le boulanger qui est la multiplication des pains, le pêcheur et la pêche miraculeuse, ce seront des grands thèmes, le pain et le poisson, des grands thèmes du christianisme. Et d'autant plus qu'il s'agit de 2 professions où on ne retrouve pas nécessairement beaucoup de Kosovars. Oui, alors d'autant plus qu'être pêcheur kosovar, c'est pas évident. Par contre, j'ai découvert que les boulangers à Prizren étaient les boulangers de toute l'ex-Yougoslavie. Et d'ailleurs, le pêcheur, on le voit dans mon reportage, le pêcheur a d'abord été boulanger. Alors, je propose qu'on aille voir quelques instants, quelques passages de ce reportage pour revenir dessus et discuter justement sur l'idée et le message de votre documentaire. Très bien.
encore de l'autre côté, ça vient un peu en travers. Moi, je suis au milieu du lac. Je ne vois pas comme vous, hein. Nyon, charmante localité au bord du lac Léman, est un important site touristique tout autant qu'un pôle économique dynamique. Dans un coin du port, les pêcheurs se sont regroupés, petite communauté sympathique et marginale. Monsieur Meige, il s'agit de deux profils de migrants kosovars en Suisse qui sont, disons-le, on peut dire assez atypiques, compte tenu du fait qu'ils exercent deux métiers qui ne sont pas tout à fait généralisés au sein de la communauté kosovare en Suisse. Alors certainement, ça vous le savez mieux que moi, vous connaissez mieux les différents représentants de votre profession. C'est vrai que ce sont des métiers qui sont pénibles puisqu'ils s'exercent beaucoup la nuit. Le boulanger travaille la nuit pour que l'on puisse avoir du pain frais le matin. Le pêcheur également pêche de nuit. Ce sont des métiers assez pénibles et il n'y a pas beaucoup, il y a de moins en moins de Suisses qui veulent pratiquer ces métiers. Ce n'est pas non plus des métiers où l'on fait fortune. Et c'est vrai que je ne sais pas s'il y a d'autres, il y a peut-être d'autres boulangers kosovars, mais des pêcheurs, il n'y en a certainement pas beaucoup. Mais enfin, j'ai voulu m'en tenir à, j'aurais pu choisir d'autres sujets, mais j'ai voulu m'en tenir à ces personnes, d'une part parce que ces métiers sont des métiers de base, comme on le disait il y a un instant, mais aussi, et ça c'est la dimension, je dirais peut-être humaniste de ce que je recherche en voyageant et en photographiant, j'ai été très attaché par leur personnalité. Ce sont deux personnes avec qui nous avons noué des liens d'amitié dans l'évolution du reportage. Ce sont des gens extrêmement attachants. Et les premiers rushs que j'ai pu montrer dans mon entourage, tout genre de public et toute génération ont été très accrochés par le côté extrêmement humain et extrêmement sensible de ces deux personnes et de leur famille. C'est ce qui vous a poussé aussi d'aller plus loin et surtout aller aussi au Kosovo, n'est-ce pas? Alors exactement, de fil en aiguille, nous avons discuté de comment se déroulait leur vie et j'ai découvert qu'il y avait un rite incontournable pour la diaspora, c'était les mariages, évidemment, en été au Kosovo. Alors j'ai décidé d'aller avec eux. Et j'ai été très surpris en arrivant sur place de voir plus de voitures à plaque suisse que de voitures à plaque kosovar sur les routes. Des belles voitures d'ailleurs, souvent. J'ai aussi compris le symbole d'une grosse voiture pour un kosovar de la diaspora. Est-ce que vous êtes d'accord de le décortiquer? Eh bien, certainement que dans notre société matérialiste, mais ça, il n'y a pas que les Kosovars, les Suisses également, d'avoir une grosse voiture, c'est un symbole dans notre société très mercantile, et où l'argent ou les signes extérieurs de richesse ou de pseudo-richesse sont très importants. Et dans le fond, les Kosovars ne sont pas tellement différents des autres Européens. Les Allemands sont les premiers à bluffer avec leurs grosses Mercedes. Et pourquoi les Kosovars ne le feraient pas? Ce sont des Européens, nous sommes tous Européens. Alors je reviens à l'essentiel, donc des gens très attachants, des familles très attachantes. J'ai été avec eux au Kosovo, j'ai été invité dans les fêtes, dans leur famille. J'ai filmé des mariages qui ne sont pas forcément les mariages de mes deux sujets principaux, mais j'ai pu m'intégrer un peu dans la vie estivale de ces diasporas, et j'ai aussi compris qu'économiquement, la diaspora est très importante pour la marche du Kosovo de nos jours, mais ça, Albin Faul le sait mieux que moi. Et est-ce que vous êtes content du résultat, en fait? Parce que c'est pour vous, en tant que Suisse, bien sûr, que vous avez voyagé dans votre jeunesse. Je voyage encore, oui. Oui, tout à fait. Et puis de réaliser, effectivement, de pénétrer dans l'intimité des gens, avec des gens qu'on connaît. Donc, c'est un exercice qui
qui s'annoncent pas facile. Donc je ne sais pas, est-ce que vous avez vous avez été confronté à des obstacles ou à des Alors des absolument difficultés? pas, c'est extrêmement bien passé, ce sont encore une fois des gens extrêmement agréables et j'en parle d'ailleurs dans une autre partie de mon travail qui est un reportage purement photographique. Qu'est-ce qui m'a également motivé à faire ce travail, c'est que le Kosovo est en Europe. Je dis un peu de banalité, mais pour nous autres Suisses, évidemment, nous avons découvert le Kosovo lorsqu'il y a eu la forte arrivée des réfugiés dans la période de la guerre. Ensuite, les autorités suisses se sont assez rapidement investies pour le développement du Kosovo, ou en tous les cas pour sa reconnaissance au plan international. Et puis, ça nous a fait prendre conscience que c'est un pays qui n'est pas plus grand que la Suisse romande et qui est tout près d'ici, et c'est l'Europe. Évidemment, vivant dans la partie de l'ouest de l'Europe, avec la période communiste, c'est des régions qui nous ont été un tout petit peu cachées, un tout petit peu occultées, auxquelles on ne s'est pas beaucoup intéressé. Et c'est aussi un aspect, dans mon côté un peu international, parce que j'ai voyagé un peu aux quatre coins du monde. Je me suis dit aussi, au lieu d'aller, j'ai aussi fait des reportages en Iran, j'ai été au Soudan, j'ai été en Érythrée, etc. Intéressons-nous également à un pays qui n'est pas très loin d'ici et qui fait partie de l'Europe. Peut-être avant d'entrer sur le thème relatif au Kosovo, je propose qu'on découvre aussi quelques scènes de votre reportage au Kosovo. Nos artisans suisses se retrouvent aussi dans les fêtes familiales, les femmes dansent, les hommes font table séparée. À celle des pères et chefs de famille, il y a ces deux vénérables anciens, des oncles, jumeaux de 84 ans. Derrière ces regards un peu perdus éteints, il y a indélébile les images de la guerre. À une douzaine de kilomètres de la ville, Toupes, le hameau natal de Nedjat Sochai. Le carrefour du chemin est marqué d'une tombe récente, celle d'un jeune martyr du village. L'atmosphère est quelque peu pesante, la maison natale de Nedjat est à l'abandon. Il m'autorise à monter à l'étage, là où il avait sa chambre gamin. Dans un modeste désordre, il y a ces trois coffres, typiques de l'artisanat albanais, dont je verrai d'autres exemplaires chez le menuisier du bazar de Jakova. Passant devant l'école du bourg voisin où Nedjat fit ses premières classes, nous allons au bout de la route, à Plagné, où l'école a été reconstruite grâce au fonds de la coopération suisse. Le directeur nous attend. Monsieur Mej, est-ce que votre perception des Kosovars ou de vos personnages, et par là même la perception des Kosovars en général, a évolué entre votre tournage en Suisse et au Kosovo? Alors effectivement, ma perception évaluée, elle s'est, je dirais, affinée. Je m'étais bien rendu compte lors des premiers contacts que c'est des gens qui étaient sérieux, qui avaient fait de très gros efforts pour s'intégrer dans ce pays, la Suisse, qui est quand même un pays assez compliqué, qui est un pays assez rigide par son système légal, par tous les codes, toutes les lois qui régissent ce pays. J'ai vu leurs efforts pour s'intégrer dans ce pays-là. Et ce que j'ai découvert en allant avec eux au Kosovo, c'est les attaches profondes
et sincère qu'ils entretiennent avec leur pays d'origine. Et ça, je trouve magnifique. C'est même pour nous Suisses qui avons tendance des fois à renier un peu nos origines parce qu'on aimerait être tellement international qu'on n'aimerait pas trop se souvenir qu'on est originaire du canton de Fribourg ou du fin fond du canton de Vaud, comme c'est le cas pour moi. Et ce sincère attachement à leurs racines est très important, à la culture. On le voit d'ailleurs également, et ça je l'ai filmé dans la région de chez nous, autour de Nyon, toutes les activités culturelles des Kosovars au niveau de l'école albanaise pour apprendre l'albanais aux enfants qui sont nés ici, les groupes folkloriques, l'entretien de toute cette magnifique culture des Balkans, qui déborde largement du Kosovo, parce qu'on est en pleine albanitude, si l'on peut dire. J'ai eu l'occasion de voyager aussi en Albanie et de découvrir la richesse le mot folklore me gêne, parce qu'il s'agit d'une culture vivante. Et cet attachement à la culture et aux racines est vraiment une chose très importante. Ça se remarque aussi d'une manière extrêmement triviale, c'est par l'apport d'argent que cette diaspora fait pour leur famille, pour leur clan, parce que ce sont des familles élargies, des clans au bon sens du terme. Donc ça montre, il n'y a pas d'hésitation, chaque été, ils vont au Kosovo, et la plupart vont encore plusieurs fois dans le cours de l'année. Et ça, je trouve très intéressant, et c'est d'ailleurs la conclusion que je fais dans mon reportage, c'est que là, ces Albanais qui sont devenus Suisses, pour un très grand nombre, ils sont assez fiers d'avoir leur passeport rouge à croix blanche, mais ils sont restés profondément kosovars dans leur culture, dans leurs racines, et je les ai encouragés, ceux que je connais, à entretenir ça. Et oui, effectivement, la diaspora elle a un rôle pour le développement du Kosovo, mais en parallèle à ce travail de reportage, vous avez aussi fait des photographies fort intéressantes, où vous avez volé des instants en fait du Kosovo. Qu'est-ce que vous en déduisez un peu par rapport à ces voyages, par rapport à votre travail que vous avez fait en parallèle à ce reportage? Quel est votre point de vue un peu sur le Kosovo, sur le plan, parce que vous êtes un urbaniste, n'est-ce pas, mais aussi sur le plan du développement d'une manière générale? Oui, alors par ce travail photo, c'est un peu le deuxième volet du reportage vidéo. Par le reportage vidéo, j'ai voulu montrer le dynamisme des Kosovars installés en Suisse, qui ont dû se démener pour trouver leur place. Ça n'a pas toujours été facile face aux administrations, mais aussi pour trouver du travail, trouver des emplois, apprendre le français, qui est quand même une langue avec des racines très différentes, etc. Donc j'ai constaté leur très fort dynamisme. Et par contre, j'ai été aussi un peu surpris que le Kosovo d'aujourd'hui, ou du moins il y a un an en arrière, il n'y avait pas le même dynamisme. J'ai ressenti un certain immobilisme. Alors c'est vrai que le Kosovo a une histoire récente et très compliquée, mais enfin nous sommes en gros 20 ans après la fin des hostilités, après la fin de la guerre. J'ai constaté une très forte mainmise de la collectivité internationale, KFOR, EULEX et toutes ces sortes de choses, qui sont d'ailleurs, je crois, souvent contestées par les Kosovars sur place, ou qui sont questionnées pour le moins. Mais par contre, j'ai senti un immobilisme sur le plan économique. J'ai vu beaucoup d'usines récentes en ruine. Et pour un Suisse qui aime bien les choses tip-top propres en ordre, c'est des choses on se pose des questions. Pourquoi ne s'est-on pas empressé de reconstruire ces usines? Pourquoi ne s'est-on pas empressé de faire des centres de formation professionnelle pour tous ces jeunes qui passent des journées entières à une terrasse de café avec devant un Coca-Cola à 1 euro? Et là, j'ai ressenti un petit peu tout ça avec une certaine peine. Encore une fois, sachant que nous sommes en Europe. Mes activités professionnelles antérieures, en tant que consultant international dans le développement, m'ont amené dans de nombreux pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Regardant les choses avec une certaine distance parce que j'étais dans d'autres contextes culturels, mais là, je suis en Europe, je me sens en Europe, au Kosovo, comme dans tous les Balkans. Et là, je me suis posé un certain nombre de questions, et ces questions, je les ai exprimées par ce reportage photographique qui vient un petit peu en contrepoint de tout l'enthousiasme que j'ai pu donner dans le travail vidéo. On ne va pas finir cette discussion avec un regard sombre, même si effectivement vos photos sont critiques. Mais comment est-ce que vous voyez les perspectives du Kosovo et de la région? Il y a un fantastique potentiel, il y a un potentiel extraordinaire. Encore une fois, c'est à quelques heures d'ici. Donc les moyens de communication, on est très rapidement au Kosovo. Il y a une fantastique main-d'œuvre. C'est à part ça un pays qui est sur le plan touristique, et Dieu sait si pour des Suisses, le mot tourisme
tourisme veut dire quelque chose, puisque c'est une de nos industries nationales. Il y a des paysages magnifiques. Ça ressemble d'ailleurs un peu à la Suisse des Préalpes, le Kosovo, avec Mais ses est-ce qu'elle montagnes est aussi d'eau. bien protégée? Est-ce que les paysages kosovars sont protégés sur ce plan environnemental? Alors je dirais que grâce à l'immobilisme, il n'y a pas trop de dégâts pour l'instant. D'accord. C'est peut-être une chance aussi pour le Kosovo justement de partir sur des bases un peu plus saines. Effectivement, le Kosovo, on peut estimer que le Kosovo a le pied à l'étrier, comme on le dit, est au début de son développement. Il faut espérer que toutes les ressources techniques, financières et humaines vont être mises à l'œuvre et coordonnées pour assurer un développement harmonieux de ce pays qui a un très grand potentiel, que ce soit dans l'agriculture, dans la viniculture, dans le tourisme, dans la manufacture. Encore une fois, la main-d'œuvre est à disposition. Il y a des milliers de jeunes qui n'attendent que d'avoir un emploi, etc. Et évidemment, il faudrait que le Kosovo puisse profiter des dernières connaissances en matière de gestion des infrastructures, de gestion des paysages et de formation professionnelle. La formation professionnelle est évidemment le point essentiel du développement d'un pays. Vous le savez, nous sommes ici en Suisse, vous savez les efforts qui sont faits à tous les niveaux, depuis les apprentissages jusqu'aux plus hautes études universitaires. Donc là, c'est certainement un énorme travail qui est à faire. Cela dit, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de facultés de droit au Kosovo, parce qu'évidemment, je vois que les jeunes Kosovars aimeraient tous devenir avocats, qui semble être une profession très prisée, mais on ne fait pas une nation avec uniquement des avocats. Et donc, il y a des métiers peut-être plus pratiques, plus essentiels à la vie de tous les jours, qui devraient être favorisés dans les formations professionnelles. Je propose qu'on close cette discussion sous cette conclusion qui est extrêmement intéressante et importante, ce que vous venez de dire sur la formation. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on se réjouit de découvrir votre reportage dans le cadre des différentes manifestations qui seront organisées à cette occasion. Très bien. Merci à vous de votre accueil. Merci.